J'ai quitté la ville en prétextant un déplacement professionnel, et j'ai clairement vu ma femme embrasser un autre homme dans la pénombre. La scène s'est rejouée en boucle dans mon esprit, comme une blessure profonde qui ne cicatrise jamais. Je n'ai ni crié, ni fait de scandale. Je suis resté là, immobile, serrant le volant si fort que mes jointures en étaient blanches. Mais dans mon cœur, j'étais déjà mort, comme un homme qui a perdu le monde entier. On dit souvent qu'après des années de mariage, un couple se connaît par cœur. Je le croyais aussi. Pour moi, Camille était une femme admirable en tout point. Intelligente, douce, institutrice en école primaire, elle s'exprimait toujours avec bienveillance et ses manières étaient irréprochables. Après notre mariage, elle avait pris ses distances avec ses anciens amis pour se consacrer entièrement à son mari et à son fils. Du moins, c'est l'image que j'en avais. Jusqu'à ce que je commence à remarquer de petits changements, des détails infimes mais suffisants pour éveiller la méfiance de n'importe quel mari. Camille a commencé à rentrer tard, prétextant des réunions de dernière minute ou des urgences à l'école. Chaque fois que je l'interrogeais sur notre fils, Léo, elle détournait rapidement le regard et répondait brièvement. « Tu es trop méfiant. Qui suis-je pour que tu aies besoin de me surveiller ?» Au début, je me suis blâmé. Les hommes ont parfois des accès de jalousie stupide. J'ai décidé de laisser couler, de ne pas être trop rigide. Après tout, suspecter sa femme sans preuve ne fait que blesser les deux parties. Mais Camille a aussi commencé à changer de style vestimentaire. Elle, qui ne portait que des chemisiers et des pantalons tailleurs, pour aller travailler s'est mise à acheter des robes moulantes, à porter du rouge à lèvres carmin et à onduler légèrement ses cheveux. C'étaient des choses que je n'avais pas vues dans sa garde-robe depuis des années. Étant ingénieur dans le BTP, mon seul réconfort était de rentrer à la maison après une dure journée de labeur, de manger un repas chaud et d'entendre le rire de mon enfant. Mais étrangement, ces derniers temps, le dîner était toujours froid quand j'arrivais. Notre fils, Léo, ne riait plus comme avant. Il était devenu taciturne et passait son temps à jouer sur son téléphone. Un jour, je lui ai demandé « Comment va maman en ce moment ?» Mon fils a répondu d'un ton maussade « Maman ne me parle pas beaucoup. » J'ai commencé à avoir des doutes. Mais ces doutes étaient insaisissables, comme des fantômes qui apparaissent et disparaissent. Puis, un après-midi pluvieux, alors que je travaillais sur un chantier à environ 10 kilomètres de la maison, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon parapluie dans la voiture. J'ai donc fait demi-tour en direction de l'école de Camille. Par hasard, je l'ai vue debout près du portail de l'école, mais elle n'était pas seule. Elle faisait face à un homme en chemise blanche, légèrement dégarni, qui les abritait tous les deux sous un seul parapluie. Une fine pluie tombait. Je me suis garé à une centaine de mètres et j'ai coupé le moteur. Je n'avais pas l'intention de les espionner, mais j'ai été pétrifié, en voyant Camille pencher légèrement la tête et déposer un baiser fugace sur la joue de l'homme. Ce n'était ni long ni profond, mais c'était suffisant pour faire voler en éclats tout ce en quoi je croyais. L'homme a souri, et Camille aussi. Ils sont restés un instant, puis se sont séparés, chacun de son côté. Je ne les ai pas suivis. Je n'ai pas bondi de la voiture pour demander des explications. Je suis resté assis, agrippé au volant, me mordant les lèvres pour ne pas crier. Mon cœur ne s'est pas brisé, mais j'ai su que c'était le moment précis où ma confiance s'était définitivement anéantie. Je suis rentré à la maison comme si de rien n'était. J'ai mangé comme d'habitude, j'ai souri à mon fils, et j'ai demandé à ma femme si sa journée n'avait pas été trop dure. Camille a répondu avec sa douceur habituelle. Non, ça a été. Juste un nouvel élève un peu turbulent. Je l'ai regardé dans les yeux. Les yeux d'un menteur ne peuvent rien cacher. La seule question est de savoir si la personne en face a le courage d'affronter cette vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir avant l'aube, regardant Camille endormie, le dos tourné vers moi. Je fixais le plafond, le cœur vide. Je savais que faire une scène ne mènerait à rien. Camille nierait, l'homme disparaîtrait. Il ne resterait que ma parole contre la sienne. Il n'y aurait pas de gagnant, et mon fils serait le plus grand perdant. J'ai décidé de prétendre partir en déplacement pour 5 jours. J'allais commettre un unique mensonge pour connaître toute la vérité. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, et j'ai délibérément sorti ma valise près de la porte d'entrée. J'ai dit à Camille que mon directeur m'envoyait sur un chantier en province à l'improviste, et que je n'avais pas eu le temps de la prévenir. Camille a simplement répondu « D'accord ». Quand je lui ai demandé « On laisse Léo chez sa grand-mère ?» Elle a hoché la tête, le regard vide,
J'ai souri amèrement. Mon départ lointain ne semblait lui faire aucun effet. J'ai appelé Vincent, mon meilleur ami qui travaille dans l'installation de systèmes de sécurité, et je lui ai expliqué la situation. Après un court silence, Vincent a dit une seule chose: je ferai tout ce dont tu as besoin. Il a installé une microcaméra dans un coin de l'armoire de la chambre, offrant une vue sur toute la pièce. Une autre a été placée derrière un cadre photo accroché au mur du salon. Un micro-traceur GPS a été glissé discrètement dans le sac que Camille utilisait pour aller travailler. J'ai tout orchestré en silence et avec la méticulosité d'un détective amateur. Ce soir-là, j'ai quitté la maison. Je me suis installé dans un petit hôtel de quartier à 5 kilomètres de chez moi, géré par une connaissance de Vincent. Je ne suis pas allé loin. Je voulais être assez proche pour pouvoir revenir immédiatement en cas de besoin. 5 jours. Je m'étais donné 5 jours pour découvrir qui était le vrai visage de cette famille. Et si mes soupçons se confirmaient, dans 5 jours, j'allais montrer à tout le quartier comment un mari trompé pouvait se venger en silence. J'ai pris un taxi pour quitter la maison, afin de ne laisser aucune trace. Les voisins pensaient que j'étais vraiment parti loin. Camille m'a accompagné jusqu'à la porte en criant « Fais attention à toi. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. » Je me suis retourné en souriant, mais mon cœur était de glace. À cet instant, j'espérais seulement qu'elle sache qu'elle était en train de jouer la comédie. La chambre d'hôtel que j'avais louée se trouvait dans une petite ruelle calme, à seulement 5 kilomètres de chez moi. La propriétaire était la tante de Vincent. J'ai prétexté devoir y rester le temps de travaux dans mon appartement. Elle n'a pas posé plus de questions. Je suis entré avec un seul sac, un ordinateur portable, quelques vêtements et mon smartphone, directement connecté aux 2 caméras installées à la maison. La première caméra était habilement dissimulée en hauteur dans le salon, derrière notre photo de mariage encadrée. C'était un cadre que Camille avait choisi elle-même, en bois clair sur fond blanc. La photo immortalisait le moment où je l'embrassais sur le front, au milieu d'un champ de lavande. En regardant cette photo, je m'étais dit que j'étais l'homme le plus heureux du monde. Maintenant, ce même cadre était devenu l'œil divin qui allait me révéler la vérité. La seconde caméra était installée derrière l'armoire de la chambre, dans un angle mort que personne ne remarquerait. J'avais soigneusement mesuré l'angle de prise de vue pour m'assurer de voir clairement le lit et toute la porte d'entrée. C'était une caméra infrarouge, capable de filmer distinctement dans l'obscurité. À chaque mouvement détecté, le système envoyait automatiquement une alerte sur mon smartphone. Tout était prêt. Il ne me restait plus qu'à attendre. Le premier soir, vers 19h30, mon téléphone a vibré. Mouvement détecté dans le salon. J'ai ouvert l'application. C'était Camille, qui rentrait du travail. Enlevé son masque, allumé la lumière, ôté son manteau. Tout était comme d'habitude. Elle est allée dans la cuisine et a préparé un dîner simple. Une quiche, une salade composée et un petit gratin. En la regardant, j'ai ressenti un étrange mélange d'amour et de rage. Elle était toujours cette épouse attentionnée que j'avais aimée, mais je ne savais plus ce qui était vrai et ce qui était faux. À 20x, un nouveau mouvement a été enregistré. La porte d'entrée s'est ouverte et un homme est entré. Il portait une chemise blanche, un pantalon gris et des chaussures noires. Il tenait à la main un sac de plats à emporter et 2 canettes de bière fraîche. Il a jeté un regard circulaire autour de lui, puis a refermé doucement la porte. Je l'ai fixé à travers l'écran. Grand, la peau mate, avec une légère calvitie au sommet du crâne, il m'était familier. Camille est sortie de la cuisine, a souri, a pris la nourriture et l'a posée sur la table. Elle n'était ni surprise, ni gênée. Elle l'attendait. Ce n'était pas une rencontre impromptue. C'était un rendez-vous. Ils se sont assis sur le canapé du salon et ont discuté de quelque chose que le micro ne captait pas. En observant le mouvement de leurs lèvres, j'ai soudain vu Camille tendre la main, arranger doucement le col de sa chemise et rire doucement. Il a répondu en l'embrassant sur le front. J'ai failli vomir. Mon cœur battait si fort que j'ai presque laissé tomber mon téléphone. Ils ont ouvert les canettes de bière et ont trinqué. Il a mis de la musique sur son téléphone, une ballade douce. Je n'avais jamais vu Camille écouter ce genre de musique. C'était sans doute leur musique à eux, un monde qui leur appartenait et dont je ne faisais pas partie. Vers 21h15, Camille s'est levée, lui a pris la main et l'a conduit à l'étage. L'écran de la caméra est passé à la chambre. La porte s'est ouverte et ils sont entrés. Camille a tiré les rideaux et éteint la lumière. L'image est passée en mode infrarouge.
Tout était visible, dans une clarté blanche et fantomatique. Je les ai vus s'enlacer et s'allonger sur le lit. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. J'ai retourné mon téléphone sur le bureau, je me suis levé, et je suis allé aux toilettes. J'ai laissé couler l'eau, comme pour effacer de mon esprit les sons que j'imaginais. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a signalé qu'il n'y avait plus de mouvement. Quand je suis revenu, Camille était allongée sur le dos. L'homme était parti. La porte était entr'ouverte. J'ai vu sa chemise, toujours accrochée au dossier d'une chaise. Le lendemain matin, je n'avais pas dormi de la nuit. J'étais assis, fixant l'écran vide. Ma maison, si familière, était devenue une scène de théâtre où je n'étais plus qu'un spectateur. Camille s'est levée à 6 heures et s'est maquillée avec soin. Elle portait une robe moulante beige et des talons hauts que je ne lui avais jamais vus. Elle est partie travailler à 7 heures, comme si de rien n'était. J'ai ouvert la carte du traceur GPS et j'ai vérifié que sa voiture se dirigeait bien vers l'école, sans détour. Comme un enquêteur, j'ai commencé à noter chaque action, heure par heure. Pas pour satisfaire ma jalousie, mais pour me préparer à toute dénégation future. Le deuxième soir, c'était encore le même homme. Cette fois, il est arrivé un peu plus tôt, vers 19 heures. Il avait apporté une bouteille de vin rouge. Camille s'était changée avant son arrivée, portant un fin pyjama en soie bleu ciel que je ne l'avais jamais vu porter à la maison. Ils ont dîné ensemble, sans allumer les lumières. J'ai dû plisser les yeux pour observer chaque mouvement. En servant le vin, Camille a penché la tête et a demandé quelque chose. Il a haussé les sourcils, puis a tendu la main pour lui prendre le menton. C'était un geste à la fois rude et familier, une intimité qui n'avait plus rien à cacher. Cette maison n'était plus la mienne. Cette fois, je n'ai pas éteint l'écran. Quoi qu'il arrive, j'ai laissé faire. J'ai mémorisé chaque geste, chaque étreinte, chaque baiser, pour ne jamais oublier à quel point j'avais été stupide. Après son départ, vers minuit, j'ai remarqué un indice crucial. Il avait une cicatrice fine et longue sur le cou, partant de sous l'oreille jusqu'à près de son épaule gauche. J'avais déjà vu cette cicatrice 10 ans plus tôt, sur le cou de l'ex-petit ami de Camille, un homme nommé Mathieu. C'était lui qui l'avait brusquement quitté en partant étudier à l'étranger sans jamais revenir. Quand je l'avais interrogé, Camille avait simplement dit qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre et que l'éloignement avait eu raison de leurs sentiments. J'avais trouvé sa réaction mature et résolue. Maintenant, je commençais à soupçonner que Mathieu était de retour et qu'il n'avait être jamais vraiment quitté son cœur. Le troisième soir, je n'ai pas regardé en direct. J'ai visionné l'enregistrement le lendemain matin. Cette fois, ce n'est pas Camille qui l'a accueilli. Il est arrivé le premier, a ouvert la porte avec une clé. Elle avait dû lui en donner une. Ce fut un choc plus grand que n'importe quelle scène de sexe. Il est allé directement à la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et a bu de l'eau. C'était un geste si naturel, comme s'il était le mari de cette maison. J'ai arrêté la vidéo à ce moment-là, et j'ai fait une capture d'écran. J'ai senti mon cœur se glacer. Un homme avait la clé de ma maison, y entrait comme si personne n'y était, ouvrait mon frigo et buvait de l'eau. Et moi, j'étais assis à 5 kilomètres de là, impuissant, tel un clown cocu. Je suis resté assis toute la matinée, sans rien faire. Une seule question tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi Camille avait-elle choisi de retourner dans le passé? J'étais l'homme qu'il avait aimé avec tout ce que j'avais. J'avais travaillé d'arrache-pied pour acheter cette maison à crédit. Je m'étais soucié de chaque repas et de chaque fièvre de mon enfant. Je ne lui avais jamais dit une parole plus haute que l'autre. Et elle, juste pour l'aura d'un amour passé difficile à oublier, aimait de nouveau l'homme qui l'avait abandonné. Je savais que je ne pouvais pas encore tirer de conclusion. Il me fallait plus de preuves, plus de temps. Mais une chose était désormais claire. Quand je n'étais pas là, ma maison n'était pas vide. Mais elle n'était plus la mienne non plus. J'étais juste un invité, observant en silence une pièce de théâtre qui se jouait dans ce qui fut autrefois mon foyer. Le 4e matin, je me suis réveillé très tôt. Le soleil n'était pas encore levé, mais ma tête était sur le point d'exploser. Les images des 3 dernières nuits se rejouaient en boucle dans mon esprit, au ralenti. Cet homme, grand, la peau mate, le regard secret, et cette longue cicatrice du cou à l'épaule. Il m'apparaissait plus clairement que quiconque que j'ai jamais rencontré. Je savais que j'avais déjà vu ce visage, entendu cette voix, mais son nom restait un nœud insoluble dans ma mémoire, jusqu'à ce que je fouille dans les vieilles photos de mariage stockées sur mon smartphone. C'était
Une photo prise en coulisses, montrant Camille en train de se recoiffer. Dans le coin gauche, à l'arrière-plan, flou mais suffisamment visible, se tenait un homme qui la regardait. Il portait une chemise blanche, les cheveux coiffés sur le côté, avec un léger sourire très familier. J'ai zoomé sur la photo, et mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était indubitablement lui, l'ex-petit ami de Camille, Mathieu. Je me suis souvenu de vieilles histoires. Mathieu était un étudiant en architecture, beau, brillant, populaire à l'université. Camille, alors étudiante pour devenir enseignante, l'aimait. Ils étaient considérés comme le couple idéal. Mais tout a changé quand Mathieu est parti étudier à Singapour. Ils se sont séparés à cause de la distance, parce que Mathieu était trop occupé, et parce que Camille en avait assez d'attendre un appel qui ne venait jamais. Peu de temps après, Camille m'a rencontré, moi, un ancien camarade de promotion qui savait l'écouter et qui était assez patient. Elle m'avait dit « J'en ai marre des promesses lointaines. J'ai besoin de quelqu'un de proche, que je peux toucher tous les jours. » Ces mots m'avaient ému aux larmes. Je pensais être son dernier refuge, celui qui l'avait aidé à tourner la page. Mais non, je n'étais qu'une gare de passage. J'ai commencé à chercher Mathieu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Un compte au nom de Mathieu Dubois est apparu. Sa photo de profil était une photo de sa nuque, où l'on voyait une partie de la longue cicatrice. J'ai cliqué. Il y avait peu de publications, mais une photo avait été mise à jour il y a à peine une semaine. Sur une photo de groupe, j'ai reconnu l'homme filmé par mes caméras. Tout était clair, maintenant. C'était Mathieu, revenu après 10 ans. Et dès son retour, il s'était immiscé dans la vie de ma femme. Ce qui était étrange, c'est que Camille n'avait jamais mentionné Mathieu. Pas une seule fois. Pas le moindre indice. Elle m'avait dit qu'elle n'avait plus de contact avec lui. Et maintenant, elle lui donnait la clé de la maison, l'emmenait dans le lit où nous dormions ensemble et lui préparait des dîners que je n'avais jamais eus. Je me suis souvenu de quelques détails. Il y a environ 2 mois, Camille était allée à une réunion d'anciens élèves. En rentrant, elle était étrangement silencieuse et riait seule en regardant son téléphone. Quand je lui ai demandé, elle a dit qu'un ami lui avait envoyé une vieille vidéo. Je n'avais eu aucun soupçon. En y repensant, c'était probablement le moment où Mathieu était revenu et où ils avaient repris contact. Cette nuit-là, je n'ai pu regarder la caméra en direct. J'ai revisionné les anciens enregistrements, encore et encore, les moments entre Camille et Mathieu. Je ne comprenais pas comment une femme que j'avais crue, aimée et respectée de tout mon cœur, pouvait si bien jouer la comédie. Devant moi, elle était toujours l'épouse parfaite. Elle me demandait encore ce que je voulais manger, s'occupait de mes chaussettes, de chaque chemise pour le travail. Mais dans mon dos, dans la maison même que j'avais construite, elle riait, serrait et chuchotait à l'oreille d'un autre homme. Le pire, c'est qu'elle ne semblait pas du tout craindre d'être découverte. Cela me donnait la certitude que ce n'était pas la première fois, mais seulement la première fois que je le savais. J'ai examiné attentivement les horaires. L'homme, Mathieu, n'était venu que pendant les 3 jours où je prétendais être en déplacement, et chaque fois, il restait de 19 heures jusqu'à 23 heures, parfois près de minuit. Pas de rencontre en journée, et ils ne passaient pas la nuit. Cela signifiait qu'ils essayaient tous les deux de garder le secret, qu'ils n'agissaient pas trop ouvertement, mais qu'ils n'avaient pas non plus assez de maîtrise pour attendre une autre occasion. C'était secret, passionné, mais teinté de peur. Plus j'y pensais, plus je me sentais extérieur à ma propre vie, comme un spectateur forcé de revoir un film dont il a été coupé. Un autre détail a attiré mon attention. Dans la vidéo du 3e jour, juste avant que Mathieu ne parte, il a regardé fixement notre photo de mariage accrochée au mur. Il a esquissé un sourire narquois, s'est tourné vers Camille et lui a dit quelque chose. Je ne pouvais pas entendre, mais son regard et son sourire m'ont glacé le sang. C'était le sourire du vainqueur. Je ne sais pas s'il avait remarqué la caméra cachée derrière le cadre. Probablement pas, mais j'ai ressenti une honte extrême. Ma maison, ma photo de mariage était devenue le décor de leur pièce de théâtre. J'ai pris un carnet et j'ai noté chaque détail, date, heure, action, et même les mouvements de lèvres que je pouvais déchiffrer. Chaque scène a été capturée et sauvegardée sur un disque dur externe distinct, protégé par un mot de passe. Je n'avais pas l'intention de les mettre en ligne. Je n'avais besoin de la pitié de personne, mais j'avais besoin de preuves, non pas pour un procès, mais pour la confrontation finale. Le 5e jour, le dernier jour de mon faux déplacement.
Je n'ai plus surveillé les caméras. J'ai passé toute la journée à préparer la suite. J'ai imprimé les photos capturées, noté les informations nécessaires. Puis, je suis allé dans un magasin de photos et j'ai fait développer une seule image, celle où l'on voyait Camille assise sur les genoux de Mathieu sous la lumière floue de la caméra infrarouge. J'ai mis cette photo dans une enveloppe au nom de Camille. Je ne l'ai pas envoyée, mais je l'ai placée dans le tiroir de mon bureau, là où Camille faisait souvent le ménage. Si elle la trouvait par hasard, elle saurait au moins que j'étais au courant de tout. Ce soir-là, j'ai appelé Madame Dubois, ma voisine d'à côté. Elle était restée chez nous quand Camille avait accouché, et elle tenait Léo dans ses bras pendant que je me préparais pour le travail. Je lui ai dit que je voulais prendre un café avec elle le lendemain matin, que j'avais quelque chose à lui dire. Madame Dubois a ri. Je pensais que vous étiez en vacances, la maison était si calme. Mais dites donc, votre Camille est devenue drôlement jolie ces derniers temps. Je n'ai pas répondu. Dans mon esprit, son rire était aussi tranchant qu'une lame. J'ai raccroché et j'ai regardé le plafond de ma chambre d'hôtel. Un vieux plafond en bois moisi avec quelques fissures. Le ventilateur de plafond grinçant n'avait rien à voir avec le plafond en marbre brillant ou le lustre de notre maison. Mais ce refuge temporaire était, pour moi, plus réconfortant. Il n'y avait pas de mensonge ici. J'ai fermé les yeux. Mon esprit était vide. À la fin de cette 5e nuit, je savais que demain matin, à mon retour, je ne demanderai rien à Camille. Je la regarderai simplement dans les yeux et j'observerai sa réaction. Car même le meilleur des acteurs infidèles ne peut tromper le regard du mari qu'il a un jour aimé plus que tout. Le lendemain matin, je suis rentré à la maison avec un petit sac cadeau et une corbeille de fruits. Camille a ouvert la porte et a été surprise de me voir arriver plus tôt que prévu. Elle a demandé, l'air embarrassé. « Oh, tu es déjà là ? Je pensais que tu resterais quelques jours de plus. » J'ai souri légèrement, évitant son regard, et j'ai menti d'une voix calme. Le travail s'est terminé plus tôt, alors je me suis dépêché de rentrer. Toi et Léo me manquiez trop. Camille a ri nerveusement, a pris la corbeille de fruits en marmonnant un merci, puis s'est rapidement détournée. Je suis entré dans la maison. Tout était exactement comme le jour de mon départ. Le canapé était bien rangé, la table à manger était propre, et il y avait même une légère odeur de produit pour le sol. Mais je savais que derrière cette propreté se cachait une couche de poussière de mensonges, accumulée dans chaque recoin de la maison. Je suis monté dans la chambre, je me suis assis sur le lit, et j'ai regardé le cadre de mariage, toujours soigneusement accroché au mur. La caméra que j'avais installée, je l'ai décrochée et l'ai cachée dans mon sac, puis j'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Seul moi savais ce qui s'était passé dans cet espace au cours des 5 derniers jours. J'ai bu un verre d'eau en réfléchissant à la suite. Je pouvais faire un scandale, confronter Camille immédiatement. Mais je savais que ce serait stupide. Sans preuve, aucun voisin ne me croirait. Camille était l'exemple de l'épouse dévouée aux yeux de tous, et j'étais l'homme taciturne, souvent en déplacement, parfois perçu comme distant et froid. Si je me contentais d'affirmer les choses, il suffirait de quelques larmes de Camille pour que les voisins me suspectent, moi, et me disent qu'un homme doit savoir pardonner. J'avais donc besoin d'une personne neutre, quelqu'un d'assez proche pour dire la vérité. Cette personne ne pouvait être que Madame Dubois. Elle vivait juste à côté, avait gardé Léo pour nous, et avait même aidé Camille à faire la lessive lors de mes longs déplacements. Elle était discrète et observatrice, mais aussi une femme de cœur. Si je pouvais la convaincre, j'aurais un témoin de plus pour l'histoire à venir. À midi, sous prétexte de lui offrir la corbeille de fruits, je suis allé chez elle. J'ai frappé à la porte, et elle m'a accueilli chaleureusement. Veuve depuis longtemps, elle vivait seule, ses enfants ayant émigré. Arroser les plantes devant sa maison et regarder les allées et venues des voisins était son passe-temps de retraité. Je me suis assis sur une chaise à côté d'elle et j'ai commencé lentement. « Madame Dubois, j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. Écoutez-moi d'abord, puis jugez par vous-même. » Bien c'est. Elle a arrêté d'éplucher un fruit et m'a regardé. « Qu'y a-t-il de si grave? Tout va bien chez vous ?» Je n'ai plus tourné autour du pot et je l'ai regardé droit dans les yeux. « J'ai une question à vous poser. Pendant les quelques jours où j'étais absent, avez-vous vu un inconnu entrer et sortir de chez moi ?» Madame Dubois a été légèrement surprise, puis a jeté un coup d'œil vers ma maison. Après un moment, elle a répondu lentement. « Eh bien, je ne peux pas être sûre de qui c'était, mais une ou deux fois,
alors que j'étais réveillé tard dans la nuit. J'ai entendu la porte s'ouvrir et des bruits de pas d'hommes dans le jardin. Je pensais que c'était vous qui veniez chercher quelque chose. Te chiez. Devia bototasan. J'ai hoché la tête, sorti de mon sac un smartphone secondaire sans connexion Internet et j'ai lancé la première vidéo. La scène où Camille ouvrait la porte à Mathieu, qui tenait la nourriture. Ils étaient assis sur le canapé, buvaient du vin, riaient et discutaient. Madame Dubois est restée bouche bée et a posé le fruit qu'elle mangeait sur la table avec une main tremblante. J'ai lancé la vidéo suivante. La scène où Camille prenait la main de Mathieu et montait les escaliers. Madame Dubois a détourné la tête en soupirant. Mon Dieu, comment est-ce possible? J'ai éteint l'écran. Inutile de montrer la scène de la chambre. Je savais que c'était suffisant. Madame Dubois s'est tenue la poitrine, le souffle court. Je n'aurais jamais imaginé. Je la croyais si douce et si innocente. Qui aurait pu savoir? J'ai hoché la tête. Moi, non plus. C'est pour ça que je devais savoir jusqu'au bout. Elle est restée silencieuse un moment, puis a demandé « Et maintenant, que comptes-tu faire ?» J'ai répondu honnêtement « Je ne vais pas me précipiter. Mais un jour, quand j'inviterai des gens à la maison, j'aimerais que vous soyez simplement à mes côtés. Vous n'aurez pas besoin de prendre parti ou de dire quoi que ce soit. Juste, ne détournez pas le regard. » Madame Dubois m'a regardé avec des sentiments mitigés. Puis elle a doucement hoché la tête. « Ne t'en fais pas. Je ne dirai rien à personne. Mais si tu as besoin de moi, je serai là. » En rentrant chez moi, je suis passé devant la maison de M. Lambert, l'autre voisin. Il était en train de laver sa voiture et m'a interpellé. « Julien, tu viens de rentrer de déplacement? Ta femme est devenue bizarrement belle. Ces derniers temps, tu as de la chance. » J'ai souri amèrement et j'ai répondu brièvement. Elle a changé de style pour paraître un peu plus jeune. Je suppose. J'ai entendu quelque chose se briser en moi. Les mots de M. Lambert semblaient anodins, mais dans ce contexte, c'était comme recevoir un seau d'eau glacée au visage. Tout le monde commençait à le remarquer. Ce visage radieux et ce maquillage n'étaient pas seulement pour aller travailler, mais pour rencontrer un ancien amant. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Camille en train d'arroser les plantes dans le jardin. Elle avait l'air radieuse. Elle m'a souri et m'a dit « Ces derniers jours, j'ai fait le grand ménage et j'ai lavé tous les rideaux. » J'ai répondu d'un ton léger « Ah oui, c'est super. » Mon cœur était lourd comme une pierre. Chaque parole, chaque geste de Camille me semblait désormais glacial. Je ne pouvais plus savoir ce qui était sincère et ce qui était joué. Mais une chose était sûre, elle jouait actuellement un rôle à la perfection, celui de l'épouse parfaite. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, je me suis assis dans mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai monté les vidéos. J'en ai fait une courte vidéo d'environ 5 minutes, sans voix ni sous-titres, juste des images nettes, claires, irréfutables. Je l'ai sauvegardée sur une clé USB et j'ai nommé le fichier « La vérité ». Je ne savais pas quand je l'utiliserais, mais je savais que son heure viendrait. Avant de m'endormir, j'ai regardé le plafond en écoutant la respiration régulière de mon fils. Je l'ai bordé et j'ai posé ma main sur sa petite poitrine. L'enfant, encore innocent, ne savait rien de la tempête qui allait s'abattre sur cette maison. J'ai murmuré dans mon cœur « Pardonne-moi, mon fils. Papa n'a pas réussi à protéger cette famille comme promis, mais je ne te laisserai pas grandir dans la coquille d'un bonheur factice. » Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti mon cœur se découper en petits morceaux. Ça ne saignait pas, mais ça faisait très mal. Après ma conversation avec Madame Dubois, tout autour de moi a commencé à me sembler être un masque. Ma femme, que j'avais le plus cru et aimé, les voisins que je saluais chaque matin, et même moi-même. Tout le monde portait un masque pour survivre. Moi, le masque de la sérénité, Camille, celui de l'épouse modèle, et les autres, celui de l'indifférence, car ils ne savaient pas ce qui se passait. La vérité est une chose si lourde que si l'on ne peut la supporter, on choisit de faire comme si on ne l'avait pas vue. Le lendemain après-midi, j'ai revu toutes les vidéos une par une. Pas pour me torturer, mais pour m'assurer d'avoir toutes les preuves en main. Sur un clip vidéo, j'ai remarqué un détail que j'avais manqué auparavant. Mathieu portait une chevalière en argent à l'auriculaire droit. Un design très particulier, avec un petit symbole circulaire et 2 initiales gravées à l'intérieur. J'ai capturé l'écran,
pris une photo et l'ai envoyée à mon ami Vincent, qui s'y connaissait en objets rares. Moins de 10 minutes plus tard, la réponse est arrivée. C'est une chevalière de l'école d'architecture de Lyon, promo 2005 et seuls les diplômés de cette année-là l'ont. Je suis resté sans voix. Mathieu était bien de cette promotion. Il n'y avait plus de doute possible. L'homme qui fréquentait ma maison était Mathieu, et personne d'autre. Je me suis souvenu de la seule fois où j'avais croisé Mathieu, il y a près de 10 ans. C'était le jour de nos fiançailles, à Camille et moi. Il était soudainement apparu, n'était pas entré, mais était resté au loin, dans la ruelle. J'avais aperçu son regard sombre qui nous observait. À l'époque, j'avais pensé que c'était un vieil ami, arrivé en retard et gêné d'entrer. Camille n'en avait jamais rien dit. Quand je l'ai interrogée, elle a simplement balbutié. « Tu as dû te tromper de personne. » Maintenant, je comprenais tout clairement. Mathieu n'avait jamais disparu. Il attendait juste une occasion de revenir, et Camille lui avait tranquillement laissé la porte ouverte. J'ai continué à chercher d'autres indices. Sur les réseaux sociaux, Mathieu était très prudent, mais il gardait le contact avec quelques vieux amis. Dans la publication d'un de ses amis, le nom, Monsieur Kim, était mentionné avec un emoji moqueur. Je soupçonnais Mathieu d'utiliser un pseudonyme pour cacher sa véritable identité, une vieille ruse, mais toujours efficace pour ceux qui mènent une double vie. Camille l'appelait Monsieur Kim et le présentait à ses amis comme un collègue enseignant. Mais en réalité, il n'était ni enseignant, ni dans le milieu de l'éducation, et n'avait aucun diplôme d'enseignant. Il était juste un homme revenu du passé, se cachant derrière le masque d'un intellectuel pour reconquérir son ancien amour. J'ai commencé à avoir la nausée. Chaque fois que je voyais Camille, elle partait toujours au travail à heures régulières, rentrait, faisait le dîner, le ménage et s'enquérait de l'enfant. Elle jouait toujours parfaitement son rôle d'épouse et de mère, mais chaque parole, chaque geste de sa part me donnait envie de hurler. Car je savais que quelques jours auparavant, elle était dans les bras d'un autre homme. Et aujourd'hui, elle pouvait encore repasser ma chemise comme si de rien n'était et la poser à côté de moi. J'ai commencé à comprendre ce qu'était un masque. Et j'ai réalisé que si je voulais l'arracher, je devais attendre le moment parfait, celui où elle ne pourrait plus nier ni jouer la comédie. J'ai sauvegardé toutes les photos, vidéos, notes et informations relatives à Mathieu sur une autre clé USB. Cette fois, j'ai mis un mot de passe et je l'ai gardé dans le coffre-fort de mon entreprise. Pour me prémunir contre toute éventualité, je n'aurais jamais pensé devoir être aussi prudent dans mon propre mariage. Mais je savais très bien que les personnes infidèles, une fois découvertes, peuvent ne plus être elles-mêmes. Elles mentent, nient, accusent les circonstances. Elles s'accrochent à n'importe quelle raison pour sauver leur honneur, même lorsqu'il ne leur reste plus aucune morale. Ce soir-là, Camille m'a demandé de l'accompagner au supermarché. Je l'ai suivi comme un mari exemplaire. Sur la route, à un feu rouge, elle a même posé sa tête sur mon épaule. Je ne l'ai pas repoussée, mais je n'ai pas réagi non plus. J'ai juste souri amèrement. À ce moment-là, j'ai pensé, comment peut-elle être si naturelle ? Comment une femme qui a trompé son mari et passé la nuit avec son ex peut-elle poser sa tête sur son épaule et parler de choses banales comme si de rien n'était ? Je ne savais plus dans quel monde je vivais. Je savais seulement que j'avais décidé de ne pas enlever mon masque devant elle. J'allais attendre, inviter tout le quartier et leur faire voir le vrai visage qui se cachait derrière ce maquillage. En rentrant, je suis allé discrètement voir mon ami Vincent. Je lui ai tout raconté. Vincent était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Il n'a pas posé beaucoup de questions, juste une seule. « Tu es sûr ?» J'ai hoché la tête. Il a dit « Alors je t'aide à préparer. J'ai les enceintes, l'écran, les câbles. » Je lui ai tapé sur l'épaule, les larmes aux yeux. Pendant que tout le monde me trompait, j'avais au moins un ami de mon côté. Cette nuit-là, j'ai écrit des invitations, pas pour un mariage ou une pendaison de crémaillère. C'était une invitation aux voisins pour une soirée de convivialité familiale, chez nous, le samedi soir. J'ai précisé que ce serait une petite soirée avec du thé chaud, des gâteaux et des échanges chaleureux. N'importe qui, en lisant cela, aurait pensé que j'étais un mari romantique. Mais seul moi savais que c'était une soirée pour arracher les masques, une fête sans alcool ni musique, mais avec la vérité. Et peut être des larmes. J'ai mis mon réveil à 2h45 du matin, pas pour une raison sociale importante, mais parce que je voulais rentrer chez moi discrètement, avant tout le monde.
Au milieu de la nuit, un vent froid s'est infiltré par la fente de la porte, me faisant frissonner. Ce n'était pas seulement à cause du temps. C'était le sentiment d'entrer dans la dernière partie d'une partie d'échecs que je préparais en secret depuis près d'une semaine. Je n'ai pris qu'un sac à dos avec mon ordinateur portable, une clé USB et un chargeur, sans valise. Je suis monté discrètement dans ma voiture et j'ai fait quelques détours pour ne pas être vu des voisins. Tout le monde pensait que j'étais encore sur le chantier. Personne ne savait que je retournais chez moi, non plus en tant que mari, mais en tant que témoin. En arrivant devant le portail de ma maison, je me suis garé à quelques dizaines de mètres, j'ai coupé le moteur et j'ai marché sans faire de bruit. J'ai ouvert doucement le portail avec ma clé. Avant de partir, j'avais dit à Camille de ne pas fermer à clé de l'intérieur, car je devais arroser les plantes le matin. Je suis entré dans la maison comme une ombre, sans allumer les lumières. Tout était silencieux. Une petite veilleuse dans le salon diffusait une lueur faible. Ma maison, si familière, me paraissait étrange à cet instant. J'ai monté les escaliers et j'ai entrouvert la porte de mon bureau. Cette pièce, où je réparais autrefois des machines et lisais des livres, était maintenant devenue mon refuge. Je me suis assis sur la chaise, j'ai posé l'ordinateur portable sur le bureau et j'ai ouvert à l'avance la vidéo que j'avais montée. Sur l'écran, tous les moments intimes de Camille et Mathieu défilaient. Je ne tremblais plus, je ne ressentais plus rien. Mon cœur était déjà durci. Il ne me restait que le calme d'un homme qui sait qu'il va bientôt faire ce qui est juste. Je suis resté assis là, à attendre. Je ne savais pas quoi, mais être un moment de révélation, ou le moment où Mathieu entrerait pour la dernière fois. À 8 heures du matin, j'ai entendu un bruit de moto devant la porte. J'ai jeté un coup d'œil à la caméra du portail. C'était Mathieu. Il portait une chemise blanche, les cheveux gominés et brillants, et tenait à la main un sac avec le petit déjeuner. Il a sonné une fois, légèrement, et a frappé 3 fois à la porte. J'ai entendu Camille descendre en courant. Elle a dit à voix basse, « Rentre vite, j'ai peur que les voisins te voient. » La porte s'est ouverte, il est entré et lui a passé un bras léger autour de la taille. Cette scène familière se rejouait chez moi. Avant même que Camille ne se retourne pour fermer la porte, je suis sorti de mon bureau. Au bruit de mes pas, ils se sont arrêtés net. Mathieu s'est tourné le premier, le regard paniqué. Camille était figée sur place, le visage blême, sans une once de couleur. Je me tenais au milieu du salon, et la lumière entrant par la fenêtre me donnait l'air de sortir de l'ombre. Je les ai regardés en silence, calmement. Mathieu a reculé d'un pas et a pris la parole. « Vous êtes rentré quand ?» J'ai hoché la tête. Assez tôt pour tout voir. Camille a tremblé et a dit « Chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Je n'ai pas répondu, je me suis approché de Mathieu, et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je pensais que vous étiez en déplacement, Monsieur Kim. » Mathieu a essayé de cacher son trouble et a détourné la tête. J'ai continué. « Ah, j'oubliais. Vous êtes Mathieu, n'est-ce pas? L'ex-petit ami de ma femme. » J'ai oublié de me présenter à nouveau. Il n'a pas répondu. Camille a commencé à pleurer, mais je ne l'ai pas regardé. J'ai souri amèrement à Mathieu. « La prochaine fois que tu voudras te faire passer pour quelqu'un d'autre, tu ferais mieux de cacher la cicatrice sur ton cou. Quelqu'un qui la connaît la reconnaît tout de suite. » Mathieu a dégluti et a serré le sac qu'il tenait. Voyant qu'il voulait partir, j'ai reculé et je lui ai bloqué le passage. « Pas la peine de se presser. Assieds-toi un peu. Je viens juste de rentrer. J'ai quelques questions à te poser. » Il a jeté un regard suppliant à Camille. Elle a sangloté. « Julien, s'il te plaît, pardonne-moi pour cette fois. » J'ai secoué la tête. Ma voix était légère comme le vent. « Je ne vais ni frapper, ni crier, ni faire de scandale. Je veux juste que tout soit clair et que ça se termine ici, aujourd'hui. » J'ai invité Mathieu à s'asseoir sur le canapé. Il s'est assis à contre-cœur. Camille était debout comme une statue, le visage dans les mains. Je suis allé à la cuisine. J'ai servi 3 verres d'eau et je les ai posés sur la table. Je n'ai pas besoin de vos explications. J'ai assez vu, assez entendu et assez filmé. Maintenant, je vais m'en occuper. Le visage de Mathieu est devenu livide. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Je l'ai regardé. Mon regard était d'un calme effrayant. « Rien. Juste inviter quelques amis et regarder un film. » Camille a relevé la tête, horrifiée. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. C'est ma faute. Tout est de ma faute.
Je lui ai posé la main sur l'épaule et j'ai doucement retiré ses mains tremblantes de son visage. Il est trop tard. Je suis retourné dans mon bureau. J'ai sorti la boîte contenant la clé USB et je l'ai brandie. Ce soir, les voisins vont voir ça. Pas besoin de juger du bien ou du mal. Je ne vais ni insulter, ni frapper. Juste diffuser un film. Ils croiront qu'ils voudront. Ah que... Et, d'où, Mathieu s'est levé d'un bond, la voix brisée. C'est trop. C'est juste un malentendu. J'ai éclaté de rire. Pour la première fois depuis longtemps, un malentendu, couché avec ma femme pendant plusieurs nuits dans ma maison, s'appelait mon amour. C'est un malentendu? Tu es vraiment incroyable. Camille s'est effondrée sur le sol. Elle ne pouvait pas pleurer à voix haute. Elle sanglotait juste en tremblant. Mathieu a voulu partir, mais je ne l'ai pas arrêté. Il a ouvert la porte comme pour fuir et est sorti rapidement. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je me suis tourné vers Camille. Elle a rampé jusqu'à moi et s'est accrochée à mon pantalon. « Julien, s'il te plaît, pour notre Léo, pour mon honneur, pardonne-moi. » Et c'est... Je lui ai retiré la main et je me suis redressé. Si tu pensais à ton honneur, tu n'aurais pas dû faire une chose pareille. C'est alors qu'elle a commencé à pleurer à chaudes larmes, mais mon cœur était vide. Je suis retourné dans la pièce, j'ai préparé la vidéo et j'ai connecté le câble HDMI au grand écran du salon. J'ai vérifié les enceintes et le son. Tout était parfait. J'ai envoyé un message aux voisins. Ce soir, petite réunion de famille chez nous, venez tous à 20h pour partager un moment. Il y aura du thé, des gâteaux et un film amusant. Personne ne savait ce qui allait se passer. Mais je savais que ce soir serait une nuit que personne n'oublierait. J'ai passé tout l'après-midi à me préparer. La maison a été nettoyée de fond en comble, les chaises disposées en U autour d'une table basse au centre du salon. J'ai préparé des petits fours, des gâteaux apéritifs et une théière de tisane chaude sur un plateau, créant une véritable ambiance de réunion de famille. Sur le mur d'en face, j'ai accroché un écran de projection blanc que mon ami Vincent m'avait prêté. Le projecteur était déjà connecté à mon ordinateur portable et la vidéo était prête, il ne restait plus qu'à appuyer sur play. Tout ressemblait à une réunion d'anciens élèves ou à une fête de quartier. Même Camille ne savait pas que je préparais une scène de révélation sans précédent. Elle était presque complètement effondrée. Après la confrontation du matin, elle ne parlait plus, recroquevillée dans un coin de la pièce, le regard vide, se tenant parfois le front comme une personne dérangée. Je ne l'ai ni consolée, ni réprimandée. Chaque fois que je passais devant la porte, je sentais qu'elle voulait dire quelque chose, mais elle restait silencieuse. Peut-être attendait-elle une lueur d'espoir, que je lui pardonne. Mais dans mon cœur, il n'y avait plus rien à sauver. On pardonne non par faiblesse, mais parce qu'on aime encore. Je n'avais plus assez d'amour pour pardonner. J'ai mis une chemise blanche et un pantalon de costume sombre, et je me suis rasé de près. Ce soir, même si c'était le dernier acte, je voulais conserver la dignité d'un homme droit et soigné. Un mari trahi, mais qui fait face avec un silence fort, sans crier ni accuser les autres. À 19h45, j'ai commencé à entendre des bruits de pas devant la porte. La première à arriver fut Madame Dubois. Elle portait un chemisier bleu clair et tenait une boîte de biscuits à la main, souriant radieusement. « Ça fait longtemps que vous n'aviez pas invité les voisins, vous deux. C'est vraiment bien. » Je l'ai fait entrer, et j'ai hoché légèrement la tête. « Oui, c'est un peu spécial aujourd'hui. » Elle s'est assise sur la première chaise à gauche et a regardé autour d'elle, son regard semblant deviner que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Après elle, Monsieur Lambert, la voisine d'à côté, le couple du chef de quartier, le patron du supermarché et un couple de retraités sont arrivés, totalisant près de 20 personnes. Tous avaient apporté un petit quelque chose, certains du pain, d'autres des fruits, d'autres simplement un sourire et de la curiosité. Ils se regardaient en chuchotant. « Il y a une bonne nouvelle chez les Juliens, ou c'est l'anniversaire de leur fils. La préparation est incroyable. » J'ai souri légèrement, invitant tout le monde à s'asseoir et servant du thé et des gâteaux. Camille était assise dans le coin le plus éloigné, silencieuse, la tête baissée, les mains jointes. Elle portait une simple robe blanche, sans maquillage, le visage pâle comme du papier. Je l'ai regardée une seconde, puis j'ai détourné la tête. À 20h précises, je me suis levé et j'ai tapé doucement dans mes mains. Merci à tous d'être venus si nombreux, malgré vos emplois du temps chargés. Chers voisins,
Si je vous ai invité aujourd'hui, ce n'est pas pour un repas ou une réunion. J'ai juste une histoire à partager, et j'espère qu'après ce soir, vous me comprendrez mieux. Il n'est pas nécessaire de prendre parti ou d'insulter qui que ce soit, juste de connaître la vérité. La pièce est devenue silencieuse en un instant. Certains ont froncé les sourcils, d'autres se sont mordus les lèvres. Madame Dubois s'est légèrement penchée en avant, les yeux grands ouverts. Je me suis approché de la table de contrôle et j'ai appuyé sur un bouton. Le projecteur s'est allumé et la première image est apparue sur l'écran. Camille ouvrant la porte à Mathieu, souriant, discutant, s'asseyant ensemble sur le canapé. Il n'y avait pas de son, mais chaque geste intime était si clair. Des murmures ont éclaté. « Mon Dieu, qui est cet homme ? Ce n'est pas son mari. » Je n'ai rien dit. J'ai laissé la vidéo se dérouler. Lorsqu'ils sont montés à l'étage, l'écran est passé à la scène de la chambre, filmée en infrarouge. Les silhouettes des deux personnes s'enlaçant et s'allongeant étaient nettes, sans besoin d'explication. Camille a baissé la tête et s'est couvert le visage. Madame Dubois a soupiré et s'est mordu les lèvres. Oh là là! Environ 5 minutes plus tard, la vidéo s'est terminée. Je me suis levé et je me suis incliné devant les voisins. Voilà ce qui s'est passé pendant les 5 jours où j'ai prétendu être en déplacement. Je ne veux pas diffamer ma femme, ni que quelqu'un l'insulte. Je veux juste retrouver mon honneur. Personne n'a parlé. La pièce était plongée dans le silence, et seul le bruit du ventilateur de plafond semblait compter lourdement le temps. Après un moment, M. Lambert a secoué la tête. « Julien, je ne savais vraiment pas. Je pensais que vous étiez si heureux. » La voisine d'à côté a sangloté. « Oh mon Dieu! Et le petit Léo ?» J'ai regardé Camille. Elle était toujours assise, immobile, ses larmes trempant le col de sa robe. Je ne me suis pas approché. J'ai juste dit, je ne veux pas que mon fils grandisse dans le mensonge. Et je ne veux pas que les voisins se méprennent. C'est tout. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai démonté le projecteur et je l'ai rangé dans son sac à. Personne ne s'est pressé de partir. Ils étaient assis en silence, comme pour digérer la vérité qu'ils venaient d'avaler de force. Une vérité si choquante. Une pièce de théâtre venait de se terminer. J'ai adressé un dernier mot aux gens. Merci d'être venus. Je suis désolé si votre cœur est lourd aujourd'hui. Mais certaines vérités ne peuvent être crues que si on les voit de ses propres yeux. Et je me suis profondément incliné. Pas pour quelqu'un, mais pour moi-même. Pour dire adieu à un chapitre de ma vie qui venait de se clore. Les gens ont commencé à se lever, un par un. Certains m'ont tapé sur l'épaule, d'autres ont soupiré, d'autres n'osaient pas croiser mon regard. Madame Dubois est restée jusqu'à la fin, s'est approchée de moi, m'a pris la main et m'a dit doucement « Tu as fait ce qu'il fallait. Sois fort. Seule la vérité dure. » J'ai hoché la tête en souriant, mais les larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Quand il ne restait plus que Camille et moi à la maison, je me suis retourné vers elle pour la dernière fois. Elle a levé les yeux et a dit d'une voix rauque « Je suis désolé. J'ai eu tort. Mais en faisant ça, tu me tues. » J'ai secoué la tête. « Tu n'es pas morte. Tu as juste perdu ton masque. » Elle a baissé la tête en sanglotant. J'ai fermé la porte. Le bruit du verrou qui se fermait a sonné comme le dernier coup de gong, mettant fin à une pièce de théâtre qui avait duré bien trop longtemps. Cette nuit-là, pour la première fois, je me suis endormi sans rêver. Je ne me souviens pas exactement à quelle heure je me suis réveillé le lendemain. Je sais seulement que le ciel était encore sombre. La lumière d'un lampadaire de la ruelle filtrait faiblement par la fenêtre. Dans la chambre familière, j'étais allongé seul. Pour la première fois depuis des années, Camille n'était pas à côté de moi. Je ne l'avais pas chassée, ni demandé ce qu'elle voulait. Après cette nuit fatidique, tout semblait se réorganiser de lui-même, selon un nouvel ordre. L'ordre de la vérité. Le matin a commencé comme d'habitude, mais étrangement, tout était plus silencieux que jamais. Plus de salutations du bout de la ruelle, plus de cris de la marchande de gâteaux. Peut-être que tout le quartier n'était pas encore remis du choc ou craignait la vérité dont il avait été témoin la veille. J'ai bu mon café du matin en regardant le pot d'orchidées sur le rebord de la fenêtre. C'était la seule chose qui conservait sa fraîcheur au milieu des ruines de ma confiance. Camille n'a pas quitté la maison ce jour-là. Elle s'est levée tôt, comme une automate, a nettoyé la cour, balayé les feuilles mortes et lavé le sol. Elle ne m'a pas adressé un mot, et je n'ai rien demandé. Chaque fois que nous nous croisions dans la maison, nous baissions la tête pour éviter le regard de l'autre.
Personne ne voulait plus se regarder dans les yeux. Je comprenais ce sentiment. Quand les gens n'ont plus le courage de se regarder, toutes les excuses perdent leur sens. À midi, alors que je venais de manger un bol de riz avec une soupe froide, le téléphone a sonné. C'était le patron du supermarché du coin. J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu. Sa voix était basse mais ferme. « Julien, hier soir je ne savais pas quoi dire, mais je pense que tu as eu raison. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. » J'ai juste marmonné un merci. Puis, un message de M. Lambert est arrivé. « Si tu as besoin d'un témoin, je serai là. » Un appel de Madame Dubois aussi. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai de la peine pour toi et de la colère pour elle. Mais ce qui est fait est fait. Sois fort pour Léo. J'ai raccroché, le cœur serré. Je n'avais besoin du soutien de personne. Je voulais juste qu'ils comprennent. Et maintenant, je savais qu'ils avaient compris. Ils avaient tout vu. Plus personne ne me reprochait quoi que ce soit, ni ne demandait « Pourquoi la maison est si calme en ce moment ?» ou « Pourquoi ta femme ne sort plus ?» Tout était clair. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Léo qui était chez ses grands-parents. L'enfant, son cartable sur le dos, a couru dans mes bras. « Papa, on va se promener ce week-end ?» J'ai souri en lui, caressant la tête. « Bien sûr, papa te le promet. Tu te souviens de la glace à la noix de coco que tu aimes tant ?» L'enfant a ri, a hoché la tête et a commencé à me raconter sa journée d'école. En l'écoutant, j'ai senti une amertume monter en moi. Y a-t-il une plus grande douleur pour un père que de ne pas pouvoir offrir à son enfant un foyer paisible et de savoir que cette maison est pourrie de l'intérieur? Le soir, alors que je triais des papiers dans mon bureau, Camille m'a appelé. Elle n'est pas entrée, elle est restée sur le seuil. Sa voix était basse, comme le bruit des feuilles qui tombent. « On peut parler un instant ?» Je n'ai pas levé la tête, j'ai juste dit « Dis-moi ». Elle a articulé lentement, mot par mot. « J'ai eu tort. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Mais, je te demande une seule chose. S'il te plaît, n'emmène pas cette affaire au tribunal. Je ne veux pas que notre Léo entende des choses aussi horribles. » J'ai hoché la tête, sans la regarder. Je n'ai pas encore pensé au divorce, mais je ne t'ai pas pardonné non plus. Retourne dans ta chambre. Elle est restée immobile quelques secondes, puis s'est retournée en silence. Le bruit de la porte qui se fermait a résonné doucement, comme un adieu. Le lendemain, j'ai pris 3 jours de congé. Pas pour me reposer, mais parce que je savais que j'avais besoin de temps pour tout régler. J'ai rencontré un avocat que je connaissais pour me renseigner sur les procédures de divorce unilatéral. Je suis allé à la mairie pour me renseigner sur la séparation de corps, le partage des biens. Je ne me suis pas précipité, mais je me suis préparé. Dans mon esprit, un autre chapitre s'écrivait déjà. Le 3e jour, dans l'après-midi, quelque chose m'a surpris. Mathieu est apparu, pas devant ma maison, mais au café où j'étais assis avec le chef de quartier. Il est entré les mains vides, l'air fatigué. Il a salué le chef de quartier d'un signe de tête, puis m'a regardé et a hoché la tête à son tour. Je ne suis pas venu pour me battre, juste pour dire un mot. Je suis resté silencieux. Il s'est assis, sans commander de boisson, et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai eu tort. Je sais que je n'ai aucune légitimité, mais j'aime Camille. Au début, je l'ai juste revue pour voir comment elle allait, puis les choses ont dérapé. Si vous le pouvez, pardonnez-la. Elle vous aime encore. J'ai ricané. Elle m'aime tellement qu'elle a couché avec toi dans ma maison. Il a baissé la tête et est resté silencieux. Je me suis levé, et j'ai dit au chef de quartier, « Je vous laisse, je ne peux plus en entendre davantage. » Et je suis parti, sans me retourner. Cette nuit-là, je suis resté seul dans le salon, et j'ai revu la courte vidéo. Pas pour me torturer, mais pour me confirmer que je n'avais pas imaginé les choses. Ce que j'avais vu, je l'avais vu. Ce que j'avais entendu, je l'avais entendu. Et la décision que j'avais prise était ce que je devais faire pour préserver le peu d'honneur qui me restait. Le lendemain matin, j'ai écrit une lettre à la main et je l'ai laissée sur le bureau. J'ai écrit « Je ne peux plus vivre avec quelqu'un en qui je n'ai plus confiance. Je te laisse cette maison. Je ne prends rien, seulement l'enfant. Je ne te l'enlève pas. Pendant les 5 jours où j'étais absent, tu as choisi de vivre sans lui, donc tu sais toi-même de qui il a le plus besoin. J'ai fait un petit sac, j'ai réveillé Léo, je lui ai pris la main et j'ai quitté cette maison. Camille n'est pas apparue. Peu-être savait-elle que j'allais partir, ou
Être n'avait-elle pas le courage de m'affronter? Je ne lui en voulais pas. Chacun doit payer le prix de ses choix. En sortant du portail, je me suis retourné une dernière fois. Cette maison, pour laquelle j'avais sacrifié ma jeunesse, appartenait désormais au passé. Un masque était tombé, et la vérité, bien que douloureuse, était la plus nécessaire des libérations. J'ai emmené Léo dans la petite chambre d'hôtel où j'avais séjourné pendant mes 5 jours de faux déplacement. La chambre n'était ni grande, ni pratique, sans cuisine indépendante ni balcon pour étendre le linge, mais elle m'a donné une chose que la grande maison n'avait pas pu protéger, la paix. Le premier jour avec mon fils, j'étais aussi maladroit qu'un père qui élève son enfant seul pour la première fois. Je me suis levé plus tôt que d'habitude, j'ai préparé ses vêtements, je l'ai réveillé, je lui ai fait des pâtes et je l'ai emmené à l'école en hâte avant d'aller travailler. Ces tâches, qui semblaient si simples, étaient auparavant toutes assurées par Camille. J'étais occupé par mon travail sur le chantier, je faisais des heures supplémentaires, je courais pour rembourser le prêt de la maison, et je n'avais pas le temps de m'occuper de la vie scolaire de mon fils. Ce qu'il mangeait le matin, à quelle heure il se couchait le soir. Mais maintenant, c'était à moi de tout réapprendre. Pas seulement à gagner de l'argent, mais à être un vrai père. Léo était triste les premiers jours, mais il ne pleurait pas. C'était un enfant mûr, qui n'avait presque jamais fait de caprice. Quand je lui ai dit, papa et maman ont décidé de ne plus vivre ensemble pour le moment, mais maman est toujours ta maman. Tu pourras la voir quand tu voudras. Il a juste hoché la tête et a demandé à voix basse, papa, tu es triste? Je lui ai caressé la tête. Oui, mais je ne veux pas rester triste. Je veux rire avec toi. L'enfant m'a serré dans ses bras. Une étreinte petite, mais si chaleureuse. Les jours suivants, je me suis progressivement adapté. J'ai appris à faire des soupes simples, à laver le linge à la main quand la machine de l'hôtel était en panne. J'ai appris à composer avec le bruit de la chambre d'à côté et les moustiques qui bourdonnaient toute la nuit. J'étais fatigué en rentrant du travail, mais le soir, je prenais le temps d'emmener Léo au parc. Nous mangions de la glace à la noix de coco, écoutions la musique de rue et nous couchions tôt. J'ai réalisé que parfois, un petit auvent pour s'abriter de la pluie et le rire d'un enfant suffisent pour que la vie vaille encore la peine d'être vécue. Je ne savais pas trop ce que devenait Camille, mais j'ai eu quelques nouvelles par les gens du quartier. Elle ne sortait plus beaucoup et n'allait plus travailler. Certains jours, elle restait assise sur le perron du matin au soir, sans parler à personne, sans répondre à ceux qui l'interrogeaient. Être réalisait-elle vraiment les conséquences de ses choix? Elle regrettait peu, être, mais je ne voulais pas qu'elle regrette. Je voulais juste qu'elle tienne sa promesse et ne fasse plus de mal à l'enfant. Un jour, alors que j'allais chercher Léo à l'école, Camille est apparue. Elle attendait au portail, vêtue d'un chemisier de couleur claire, le visage sans maquillage, visiblement amaigri. En me voyant, elle ne s'est pas approchée tout de suite, mais a salué d'un léger signe de tête. Léo, ravi, a crié « Maman !» et a couru se jeter dans ses bras. Je ne l'ai pas arrêté. Au milieu de la cour de l'école, sous les regards curieux, j'ai regardé en silence une mère et son fils s'étreindre. Puis, Camille a levé la tête et m'a regardé. Son regard était las. « Tu peux me laisser voir Léo une fois par semaine? Je ne demande pas beaucoup. Juste quelques heures. » J'ai hoché la tête en silence. Pas besoin de longues explications. Un enfant a besoin de sa mère. Même si cette mère a commis une faute, les liens du sang sont plus forts que tout. Ce soir-là, Camille est venue à l'hôtel. Elle avait apporté de la nourriture et quelques vieux vêtements de Léo. Elle est entrée avec précaution, comme une invitée étrangère. Je l'ai laissée dîner avec l'enfant, jouer au Lego et discuter. Elle n'osait pas me regarder, se concentrant uniquement sur Léo, comme pour rattraper un peu de sa maternité perdue. Avant de partir, elle s'est arrêtée sur le seuil, s'est retournée vers moi et a dit doucement « Merci de me laisser voir Léo ». Je l'ai regardé. Pour la première fois depuis des jours, je ne te déteste pas, mais je ne te fais plus confiance non plus. Camille s'est retournée sans un mot, et sa petite silhouette a disparu au coin de la ruelle. Je suis resté longtemps immobile. Une étrange tristesse s'est infiltrée dans mon cœur vide. Pas à cause de l'amour, mais à cause du regret. Le regret des choses que j'avais eues un jour, le regret de cette femme que j'avais crue de tout mon cœur, et le regret d'une famille que je n'avais pas pu garder intacte. Une semaine plus tard, j'ai officiellement déposé les papiers du divorce. Pas de litige sur les biens, pas de demande de pension alimentaire, seulement la demande de la garde de l'enfant.
Camille ne s'y est pas opposée. Elle s'est présentée au tribunal à l'heure et est restée silencieuse pendant toute l'audience, a signé et a tourné la tête. Je ne ressentais plus rien. Tout s'est déroulé comme une procédure obligatoire. Pas de larmes, pas de supplications, seulement une signature froide et un tampon rouge sur un papier. C'était fini. 7 ans de mariage se sont terminés en 15 minutes dans une salle de médiation du tribunal. Après l'audience, comme promis, j'ai emmené Léo manger du poulet frit. Nous nous sommes assis dans un coin du restaurant, mangeant des ailes de poulet et riant ensemble. Léo parlait de l'école, et je hochais la tête, faisant semblant d'être surpris chaque fois qu'il se vantait d'avoir eu une bonne note. Je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé ce jour-là, je me souviens seulement de la sensation de légèreté, comme si j'avais déposé un rocher que je portais dans ma poitrine. Le soir, j'ai publié un message sur mon profil personnel. Le premier message qui rompait des mois de silence: on ne peut pas choisir qui nous trahit. Mais on a le droit de choisir comment on avance. Pas de photos, pas de tags, pas d'émotions exprimées. Quelques minutes plus tard, des dizaines de commentaires sont apparus. Des gens qui demandaient, qui consolaient, qui encourageaient. Je n'ai répondu à personne. J'ai juste lu et éteint mon téléphone. J'ai choisi l'honneur, pas parce que j'étais fort, mais parce que je ne pouvais plus vivre avec quelqu'un en qui je n'avais plus confiance. Le pardon est facile, mais vivre chaque jour avec cette blessure, c'est ça qui est terrible. Je ne voulais pas vivre comme ça. Je voulais que Léo grandisse dans une maison petite mais sincère, dans un environnement pas riche mais paisible. Et je crois que mon fils mérite de grandir avec un père qui ne ment pas. 3 mois après le divorce, Léo et moi avons quitté la chambre d'hôtel exigu pour un appartement en location dans un quartier plus résidentiel. Il n'était pas grand, mais il était propre, avec un balcon ensoleillé le matin, et surtout, à quelques centaines de mètres de l'école de mon fils. Chaque matin, je prenais la main de Léo pour l'accompagner à l'école, je le regardais courir dans son nouvel uniforme, puis je rentrais, me préparais un café, et m'asseyais sur le balcon pour lire quelques pages d'un vieux livre. Ma vie était devenue simple, plus de bruit, plus de sursauts au milieu de la nuit, à cause d'un message étrange sur le téléphone de ma femme, plus d'odeur de parfum inconnu en rentrant du travail. Il y avait parfois des moments de mélancolie, mais ma vie était plus légère. Les nuits où mon fils dormait, je m'asseyais dans le noir, j'ouvrais mon téléphone et je regardais de vieilles photos. Les photos de mon mariage avec Camille étaient toujours là, dans un dossier séparé que je n'avais pas pu supprimer. Je ne les regardais pas par nostalgie. Je voulais juste me rappeler que des choses qui avaient été si belles et si vraies, un jour pouvaient devenir un mensonge. Et j'ai traversé ces jours, pas à pas, instant par instant, sans fuir ni faire de scandale, mais en y faisant face avec tout mon calme et ma douleur. Camille venait encore voir l'enfant le week-end, de temps en temps. Je l'ai autorisé sans restriction. Un enfant a besoin de sa mère. Je le sais mieux que quiconque, mais je ne lui parlais pas. Chaque fois qu'elle venait, j'emmenais l'enfant à la porte, je le lui confiais et je tournais le dos. Pas de haine, mais plus rien à dire. Une fois, après que Camille ait emmené Léo, elle est restée longtemps et a crié « Tu vas bien ?» Je n'ai pas regardé en arrière, j'ai juste fait un signe de la main. Il y a des questions auxquelles répondre honnêtement fait mal, et répondre par un mensonge n'a pas de sens. Le silence est la meilleure solution. Un samedi après-midi, Léo et moi sommes allés au parc près de la maison. L'enfant faisait du vélo en chantant une comptine, puis s'est soudainement retourné et a demandé « Papa, pourquoi on n'habite plus dans notre ancienne maison ?» Je me suis arrêté un instant, puis j'ai répondu « Parce que cette maison ne nous convenait plus hocher. » L'enfant a hoché la tête. « Plus tard, quand je serai grand, j'achèterai une nouvelle maison et j'habiterai avec papa. » J'ai éclaté de rire. D'ici là, papa aura perdu toutes ses dents. L'enfant a ri de nouveau et a continué à faire du vélo. Parfois, une simple parole d'enfant peut sauver un adulte de sa profonde solitude. J'ai recroisé Mathieu une seule fois, par hasard, à l'hôpital. J'y étais allé pour la toux de mon fils, et il était assis dans la salle d'attente. Il avait l'air fatigué. Il m'a vu le premier et m'a salué d'un léger signe de tête. J'ai hoché la tête à mon tour, comme 2 étrangers qui avaient partagé la même femme. Personne n'a parlé, et il n'y en avait pas besoin. Certaines relations doivent s'arrêter à un simple regard. Les voisins me saluaient toujours comme d'habitude, mais leur façon de me regarder avait changé. Il y avait un respect silencieux dans tous leurs regards. Ils savaient que je n'étais pas un homme faible. Je n'avais ni insulté,
ni user de violence, ni dénigrer personne. J'avais juste choisi de faire face sans bruit. Et c'est peut-être ça qui les a amenés à ne plus me voir comme une victime trahie par sa femme, mais comme un homme qui avait surmonté la trahison la tête haute. Un jour, M. Lambert est passé au café où je travaillais. Il s'est assis à côté de moi avec sa canne, sans commander de boisson, et a dit « Autrefois, si j'avais vécu la même chose que toi, j'aurais probablement mis le feu à la maison. Mais en te voyant maintenant, je t'admire. Tu vis droit, sans faire de bruit. » J'ai juste souri. Je n'avais besoin de la pitié de personne, mais entendre ça de la part de quelqu'un qui me considérait comme distant m'a réconforté. Vers la fin de l'année, j'ai reçu un appel de l'école de Léo pour assister à la réunion des parents. J'ai mis une chemise blanche et un pantalon de costume, et je me suis assis en rang avec les autres parents. L'institutrice a appelé les enfants un par un pour leur remettre un prix. Quand ce fut le tour de Léo, elle a ajouté « Léo est un élève gentil, sérieux, et qui fait toujours ses devoirs. En particulier, dans toutes ses rédactions, Léo écrit sur son papa, disant que son papa est son meilleur ami, son super-héros, et la personne qui ne l'abandonnera jamais. » J'ai baissé la tête pour cacher les larmes qui allaient couler. Je n'avais besoin de la reconnaissance de personne. Il me suffisait que mon fils me voie comme quelqu'un sur qui il pouvait compter. Cette nuit-là, j'ai ajouté un passage dans mon journal personnel que je n'avais jamais montré à personne. Je pensais que la trahison était la blessure la plus profonde. Mais j'ai découvert que c'est le silence après la trahison qui tue lentement une personne. Je n'ai pas gardé le silence par faiblesse, mais parce que je ne voulais plus entraîner personne dans le tourbillon de la haine. Pardonner ne signifie pas oublier. Je me souviens encore, mais j'ai choisi de me souvenir pour vivre une vie meilleure. Si quelqu'un me demandait si, après tout ça, je crois encore en l'amour, je répondrais oui. Mais pas l'amour entre un homme et une femme, mais l'amour pour moi-même, pour mon enfant et pour ma vie. Quand une personne aime suffisamment ces choses, elle ne laissera plus jamais personne les briser. Je me suis tourné vers mon fils endormi, j'ai posé ma main sur son front et j'ai murmuré « Papa apprend encore à être un bon papa. Petit à petit. Ne t'en fais pas. On va s'en sortir. » Et j'ai regardé par la fenêtre. Un vent doux soufflait, apportant l'odeur des fleurs du début du printemps, l'odeur d'un nouveau départ, l'odeur des choses petites, mais solides et vraies. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous aussi, vous avez été blessé, ou si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous ne saviez pas s'il fallait pardonner ou partir, souvenez-vous, la vérité trouve toujours un moyen de se révéler, et vous avez toujours le droit de vivre dans la vérité, même si cela signifie être seul. N'ayez pas peur de la vérité, ayez peur de vous-même, vivant éternellement dans le mensonge. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être réfléchie, partagez-la pour aider d'autres personnes à avoir une perspective différente. Peut-être que quelqu'un a aussi besoin d'un moment de révélation. Merci. Je vous souhaite une vie paisible et authentique.